Il n'y a pas de chemin impossible, on va y arriver. Mais pour l'heure, dans une Assemblée nationale française divisée, c'est toujours la cacophonie au pays des Lumières. Madame, s'il vous plaît. Crise politique à répétition, dette record, tension sociale. On n'est pas une entreprise déficitaire, c'est complètement fou. Il faut du changement à 100% là. Partout sur son territoire, la France peine à se réinventer. Les inégalités se ressentent. Le revenu médian est bas, on nous a enlevé la maternité, le tribunal. Pour se faire soigner, il faut parfois venir à Paris. Un patient sur 5 a parcouru plus de 200 km pour passer une IRM ou un scanner. Le secteur agricole est aussi en souffrance. Je suis sur une petite structure, j'en vis pas, très clairement. Et pourtant, dans certains fleurons de l'industrie, une toute autre musique. Le carnet de commandes est plein pour les 10 prochaines années. Ça plane pour l'avionneur européen. Comment le pays du luxe, de l'art de vivre et du tourisme peut-il être aussi fracturé ? La France déroute, mais fascine tout autant. De l'avoir vu brûler, je pense que ça a créé une intimité. On a tous une intimité avec Notre-Dame. L'esprit critique des Français rend-il le compromis impossible à la différence des Belges et des Suisses ? On se met autour d'une table, tant pis si ça se passe pas bien, mais au moins on discute. Mais la France va-t-elle vraiment si mal ? Tout de suite, plongée au cœur des paradoxes français dans Objectif Monde. Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro d'Objectif Monde. La France, le pays du fromage, du bon vin et de la gastronomie, va-t-elle si mal ? Pourquoi se retrouve-t-elle en état de crise permanente ? Avec nos invités, l'essayiste française Chloé Morin, les journalistes suisses et canadiens Alain Rébété et Frédéric Arnoult, et l'économiste belge Bruno Coleman, qui sera en duplex avec nous depuis Bruxelles un peu plus tard. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe au pays des Lumières. Avant de les retrouver, je vous propose tout de suite de prendre le pouls de l'opinion publique française. Et pour ce faire, direction Châteaudun, dans l'ouest du bassin parisien. Alors pourquoi Châteaudun ? Eh bien parce que dans cette ville, on vote comme dans le reste de la France. Les résultats enregistrés lors des élections sont souvent quasi identiques, parfois même à la décimale près à ceux observés pour l'ensemble du pays. C'est un reportage de Tamara Minkanovic pour la RTS. Avec son château, son petit centre et surtout son électorat, elle est une ville miroir. Châteaudun, reflet de la France et de sa lassitude face aux responsables politiques et à l'instabilité. À l'heure du premier verre, Mauricio ne prend pas de gants. Il faut du changement à 100% là, parce que là, on va droit dans le gouffre là. On va droit dans le gouffre. Déjà dans le gouffre, on y est, mais il ne faut pas qu'il s'agrandisse parce que sinon... Je crois que l'année prochaine, si ça continue comme ça, il faut que, aussi Macron, il faudrait bien qu'il démissionne, quoi. Ça serait bien. Le retour aux urnes, c'est aussi ce à quoi pense Yvan, entrepreneur, inquiet pour l'économie du pays. Je pense que je vais peut-être voter pour Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que on ne sait plus qui voter, alors vous savez... À Marine Le Pen. Résigné et remonté contre Emmanuel Macron. Il est désigné comme le principal responsable de la crise politique par les Français selon un sondage. Mathilde, elle, vote à gauche. Elle a perdu toute confiance dans le président. Il y a un sentiment d'être perdu, en fait, de ne plus savoir. Il y a eu un sentiment aussi, je pense, qui est partagé par les Français de ne plus avoir d'écoute de sa part. Crise politique ressentie très fortement dans ces villes moyennes qui se perçoivent très éloignées de Paris et des responsables nationaux. Le revenu médian est bas, on nous a enlevé la maternité, le tribunal, les 80 km/h sur la route. Le ressentiment vis-à-vis des élites administratives, médiatiques, politiques, économiques est très vif, très fort. On a l'impression qu'on n'est pas sur la même planète. Le Rassemblement national appelle toujours à une nouvelle dissolution. Nadine, elle, est passionnée de politique nationale. Elle n'a pas arrêté de suivre l'actualité. Oui, pourquoi pas la dissolution, mais bon, Macron, il n'a plus rien à faire. Elle rêve d'un pays qui se met au compromis. Il faut changer les mentalités, quel que soit le parti politique. On se met autour d'une table, tant pis si ça se passe pas bien, mais au moins on discute. Il faut qu'il y ait un projet qui sorte. Défi colossal pour la classe politique française. Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Chloé Morin, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes essayiste et auteur du livre Désaligné. Vous aviez écrit un autre ouvrage précédemment, A-t-on les politiques qu'on mérite ? On va en parler un petit peu plus tard. Avec nous également Frédéric Arnoult, vous êtes correspondant de Radio-Canada ici à Paris. Et avec nous également Alain Rébété, vous êtes ancien correspondant à Paris pour le groupe de presse Tamedia, un groupe suisse. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Première question
question à vous, Chloé Morin. Pour paraphraser votre livre précédent, est-ce qu'on a les politiques qu'on mérite en France ? C'est assez frappant la manière dont les uns et les autres, en fait, on est un pays où finalement la figure présidentielle focalise finalement l'ensemble des frustrations et on rend le président responsable de tout ce qui ne va pas. On le voit dans le discours de toutes les personnes qui sont interrogées, hein, quasiment. Mais au fond du fond, je réponds à votre question, est-ce qu'on a les politiques qu'on mérite ? Chaque présidentielle, et la prochaine ne va pas faire exception, au lieu d'aller chercher dans les programmes politiques la réponse aux questions qui sont évoquées là, les questions de pouvoir d'achat, de services publics qui s'en vont, etc., etc., on choisit des personnalités. Et on choisit des gens parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils communiquent bien, parce qu'ils sont dans l'air du temps, et donc forcément, à la fin, on a des personnalités et des programmes qui ne sont pas nécessairement alignés avec ce qu'on souhaitait. Et donc, c'est aussi dans notre manière de faire nos choix politiques qu'on se condamne en quelque sorte nous-mêmes à être déçus durant le quinquennat suivant. Frédéric Arnould, vous avez grandi en Belgique et vous êtes de retour sur le continent européen après avoir sillonné le Canada, les États-Unis pendant plus de 20 ans. Vous avez récemment fait un reportage justement dans cette France des territoires, en région, dans ces régions françaises. Est-ce que vous avez constaté le même mouvement entre colère et lassitude envers la classe politique française ? Oui, en fait, de l'Indre jusqu'à Bourg-en-Bresse, en passant par le Limousin et la Corrèze, c'est un peu la même perception. Ce sont des gens qui ne se retrouvent plus du tout représentés à travers les différents niveaux de pouvoir, un pouvoir qui est quand même assez centralisé à Paris, même s'il y a quand même certaines portions qui sont décentralisées dans certaines régions, mais il reste qu'il y a un décalage de compréhension entre qu'est-ce qui se passe à Paris, qu'est-ce que c'est que ce cirque médiatique, ce cirque politique, alors que nous, on a des besoins immédiats, on a des petits villages qui sont en train de se vider de leur substance, il y a des maires qui se battent vraiment bec et ongle pour garder, par exemple, un bar-tabac ouvert, sinon c'est toute une structure qui s'éteint, après ça, c'est l'école qui va fermer, après ça, c'est la pharmacie, donc les gens se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'actuellement, les partis politiques, on va dire conventionnels, donc droite, gauche, centre, en fait, ne produisent rien, en tout cas pas pour eux. Et donc, ils se disent, mais pourquoi on n'essaierait pas autre chose ? Donc, ce fameux dégagisme, pourquoi ne pas essayer justement le Rassemblement national ? Après tout, on a tout essayé, ça ne marche pas. Et évidemment, le Rassemblement national et ces partis-là sont évidemment beaucoup sur le terrain pour essayer de dire, mais nous, on va faire quelque chose pour vous. Donc, c'est le côté très populiste. Après, est-ce que toutes les promesses qui vont déballer lors de la prochaine campagne électorale, ça va peut-être séduire effectivement cet électorat qui se sent délaissé, mais après, il faudra vraiment livrer la marchandise. Et donc là, il y a un enjeu énorme pour ces régions-là. Alain Rebetti, je l'ai dit, vous avez été correspondant du groupe de presse suisse Tamedia à Paris pendant plusieurs années. Vous racontiez donc en fait les Français aux Helvètes. Pourquoi ce désamour ? Comment vous expliquez ce désamour entre les Français et leur classe politique ? Moi, ce qui me frappe peut-être, juste pour revenir à la première question que vous posez, est-ce qu'on a les politiques qu'on mérite ? C'est que la colère, cette extraordinaire colère des citoyens contre le monde politique, moi j'ai quand même l'impression qu'ils l'alimentent. Je suis frappé quand même de voir que la conflictualité qu'on trouve au niveau politique, avec ces scènes mémorables à l'Assemblée nationale où on hurle pour empêcher le discours de Madame Borne quand elle invoquait le 49.3, ces scènes mémorables, c'est pas les mêmes scènes, mais on trouve cette même colère et ce refus de dialoguer avec des gens qui ne pensent pas comme soi. Et je trouve que cette absence de s'écouter, c'est pas seulement un problème politique, c'est aussi un problème plus général du pays, où il fait pourtant bon vivre quand même, ça reste un beau pays. Mais c'est pour ça que je pense les Français ont un peu quand même les politiques qu'ils méritent. Chloé Morin, vous avez été conseillère de 2 premiers ministres français entre 2012 et 2016, Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout le jeu de la communication politique qui a peut-être tué finalement un peu ou amoindri l'action politique et les politiques eux-mêmes ?
Il y a clairement, de toute façon, on arrive au bout du modèle de la communication politique qui a été pratiqué depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les responsables politiques français, parce que ça, je pense que c'est quand même assez spécifique à la France, ont considéré que le mensonge faisait partie de la palette de communication politique normale. Et donc, non seulement le mensonge, évidemment, et on a des exemples très nombreux, mais la dramatisation ou l'euphémisation. On utilise la dramatisation quand on veut parler de la dette, par exemple, pour dire que c'est un problème urgent, extrêmement dangereux, qu'on est à 2 doigts de la faillite. Et puis, on utilise l'euphémisation pour désigner des réalités qu'on n'a pas trop envie de traiter ou qu'on ne sait pas traiter. Et donc, forcément, les gens ressentent le décalage entre les mots et la réalité telle qu'ils la voient. Et donc la défiance abyssale qu'il y a aujourd'hui entre les citoyens et les responsables politiques, elle repose en partie sur la démonétisation de la parole politique. Mais je rejoins ce que vous dites. En fait, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que la nuance, la modération, le temps long de la réflexion, le fait d'être modéré, le fait de dialoguer, y compris avec les gens qui ne sont pas d'accord, ce sont des choses qui sont en train de disparaître. Et c'est en train de disparaître parce que ça n'est plus valorisé socialement. Vous avez l'air mou, indécis, lent. Enfin, et on vit dans notre époque, et c'est exactement ce que je traite dans mon livre, dans une époque qui est structurée par la logique des réseaux sociaux. Et où les médias sont structurés, sont dominés par les réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux, c'est l'émotion plutôt que la raison, c'est l'accélération permanente, il faut aller vite, et on le voit dans les décisions politiques. On a des responsables politiques qui sont dans la réaction permanente, comme si le fait de ne pas réagir dans la minute au moindre fait divers allait les faire disparaître. Comme donc, si la réaction remplaçait l'action, peut-être même. Oui, c'est ça. Et donc, on est vraiment dans une époque où tout ce qui fonde la démocratie, en quelque sorte, le simple fait de dialoguer avec des gens qui sont en désaccord et d'essayer de trouver des points d'accord et de compromis, ça, c'est quelque chose qui est complètement dévalorisé. Frédéric Arnoult, qu'est-ce qui vous a surpris à votre arrivée en France ? Le titre de cette émission, c'est « La France va-t-elle si mal ?» point d'interrogation. Vous avez vraiment vous sentez un pays, vous, en difficulté ? Comme le disait Sylvain Tesson, la France était un paradis de gens qui se croient en enfer. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Moi, quand j'ai quitté l'Europe il y a 30 ans, j'avais toujours cette image de la France où il n'y a rien qui marche. La bureaucratie est d'une lourdeur épouvantable. Ça ne marche pas parce que le monde est toujours dans la rue en train de se plaindre. Il y a des grèves, etc. Comme on dit au Québec, ce sont des chialeux qui n'arrêtent pas de chialer tout le temps. Et en fait, 30 ans plus tard, c'est toujours là, mais c'est vraiment exacerbé. On parlait justement des réseaux sociaux. C'est la même chose en pire, comme on dit. C'est pire, et le problème, c'est que maintenant, c'est amplifié par cette espèce d'écosystème de médias, qu'ils soient sociaux ou pas, des médias qui sont déclinistes, qui font de la collapsologie. Tout va mal, mon Dieu, c'est terrible. Et c'est très vendeur, évidemment, pour des gens qui écoutent ça, et on embarque là-dedans. Et au fur et à mesure qu'on regarde ça, on devient presque à se radicaliser. C'est la même chose qu'aux États-Unis, où j'étais pendant 4 ans, où tout le monde regardait Fox News, Newsmax, qui sont des médias qui sont excessivement polarisants. Le problème, c'est qu'après ça, les gens qui regardent ça oublient qu'ils ont beaucoup plus en commun que ce qu'ils pensent avec celui qui ne pense pas comme lui. Et c'est ça un peu ce qui est dommage actuellement en France, c'est que tout le monde se dit « Ah, mais ça va mal, regarde, mon voisin, il dit ceci, donc moi, je ne suis pas d'accord, je ne lui parle plus, etc. etc. » Il reste qu'il y a beaucoup de problèmes en France, je pense que ça, on ne peut pas le nier. Mais il y a quand même un socle commun de valeurs essentielles que tout le monde partage à un certain moment, quoi. Alors Alain Rebetté, Frédéric Arnoult et Chloé Morin, on va continuer à parler de ce qui ne passe pas, notamment auprès des Français. Et justement, parmi les reproches qui sont faits aux dirigeants politiques, il y a la disparition des services publics, notamment en matière de santé, fermeture de maternité, diminution du nombre de lits d'hôpitaux, déserts médicaux, avec une population qui vieillit. Il est parfois difficile de se faire soigner ou de réaliser des examens. Un exemple avec ce Français qui a dû prendre un train depuis La Rochelle pour aller faire un scanner à Antony, près de Paris. Reportage d'Aurélia Chopin pour le JT de France Télévisions. Parmi tous les passagers qui transitent chaque jour par les gares parisiennes, certains sont des voyageurs un peu particuliers. Je ne viens pas faire du tourisme, je viens pour un arthroscanner du genou. Georges Minisclou a quitté La Rochelle à l'aube. Un jour de congé, un billet à 200 €, puis de la gare Montparnasse, direction Antony, à 20 km de là. Dans cet hôpital privé, on lui a donné un créneau en quelques jours, contre 2 mois d'attente en Charente-Maritime. Alors, je ne sais pas si le consentement vous le voulez. L'ordonnance.
Et il n'est pas le seul à venir de loin. Dans la salle d'attente, c'est un matin comme les autres. Un patient sur 5 a parcouru plus de 200 km pour passer une IRM ou un scanner. Ce couple vient de Montargis, plus de 3 heures aller-retour en voiture. C'était quelque chose qu'il fallait faire en urgence, donc il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Je viens de Paris de base, donc je n'avais pas connu ça avant. C'est en partant en province que j'ai compris ce que c'était le dessert médical. Oui, et la carte vitale, je la récupère après. Ce patient, lui, vient de Pornic, en Loire-Atlantique. J'avais essayé de prendre rendez-vous à l'hôpital privé de Nantes, c'était pas avant octobre. Et j'avais réussi à avoir un rendez-vous dans un cabinet privé à Saint-Nazaire, mais juillet. Certains viennent d'encore plus loin. Bonjour. Marie-André et Gabriel arrivent de Martigny. Ça fait loin. Oui, ça fait loin. Vous êtes venus que pour ça ou vous êtes venus Nous sommes venus visiter la famille et en même temps... Son mari doit passer une IRM de la prostate, mais le délai était de plus de 6 mois là-bas. Eh bien, notre santé est en péril. Hein. Donc, nous avons de la chance. Nous avons de la famille en métropole et nous pouvons voyager parce que le billet n'est pas à la portée de tous. Face à l'afflux de patients et notamment de ceux qui viennent d'autres régions, ce centre d'imagerie ouvre des plages horaires toute la nuit et le week-end en fonction de la demande. Les nouvelles sont bonnes. Il n'y a pas de cancer de prostate significatif. Ce jour-là, Gabriel est rassuré. L'examen est déjà source de stress et le voyage en rajoute. Ce centre pratique le reste à charge zéro pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer les dépassements d'honoraires. Mais le trajet de ces nomades médicaux, lui, n'est pas remboursé et beaucoup de Français ne peuvent pas se le permettre. Qui ne peuvent pas, pour des raisons financières, pour des raisons de logistique, pour des raisons d'autonomie, et tous ces gens dont on n'entend pas parler par définition. Et donc, on a du mal à prendre conscience de l'ampleur du phénomène parce que la plupart des gens qui en souffrent, on ne les identifie pas. Le délai moyen pour obtenir une IRM ou un scanner en France est de 32 jours, mais peut aller jusqu'à plusieurs mois selon les régions. Ce patient, lui, est rentré à La Rochelle en fin de journée. Il aura fait 6 heures de train pour un scanner. Chloé Morin, cela fait des dizaines d'années que les hospitaliers, les urgentistes, les médecins tirent la sonnette d'alarme. Pourquoi ce problème des services de santé n'est-il jamais traité ? Est-ce qu'il est peut-être impossible à traiter ? C'est quoi ? C'est un manque de volonté ? C'est un manque de moyens ? C'est un manque de vision et un décalage entre le temps de la communication politique, le temps de l'action politique et le temps des bénéfices électoraux qu'on va en retirer. C'est-à-dire qu'en fait, la défiance vis-à-vis des politiques crée un turnover politique très important. Donc on reste moins longtemps en poste, qu'on soit député ou ministre, qu'avant. Ça veut dire que la durée de vie des politiques, et ça veut dire que les politiques qui prennent des décisions investissent sur ce qui va leur apporter ici et maintenant, électoralement et en termes de popularité, et beaucoup moins sur ce qui finalement bénéficiera à leurs successeurs. En l'occurrence, et pour le coup, ça couvre tous les sujets, ça touche tous les sujets. Pour ce qui est de la question de la santé et spécifiquement des déserts médicaux, ça vient d'un déficit de vision et ça vient aussi d'une vision technocratique de la santé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, s'il y a moins de médecins, il y aura moins de prescriptions et donc il y aura moins de dépenses. Et donc, on a plafonné le nombre de médecins qu'on formait, sans se dire que, parallèlement, la population vieillit, donc il y a besoin de plus de soins. Et donc, on a créé les déserts médicaux en ayant une approche comptable, en quelque sorte. En pensant que la sécurité sociale allait mieux se porter. C'est ça. Et donc, on a encore aujourd'hui, d'ailleurs, ce prisme-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique de santé qui est déployée est avant tout calée sur ce qu'elle coûte, et qu'est-ce qu'on arrive à raboter ici et là pour faire baisser les dépenses, et pas du tout orienté en termes d'efficacité. Parce que si c'était orienté en termes d'efficacité, on investirait beaucoup plus dans la prévention, par exemple, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est ce sujet de la santé, Frédéric Arnoux, qu'est-ce qu'il vous inspire ? Je crois savoir qu'au Canada, qui est aussi pourtant un pays fédéral, il y a aussi de grosses difficultés, notamment au niveau des urgences. Il y a aussi des déserts médicaux.
Mais c'est parce que le Canada, déjà, c'est un pays immense. C'est le deuxième plus grand pays du monde. Juste le Québec, c'est 5 fois la superficie de la France pour une population de 8 millions d'habitants. Donc déjà, vous avez le problème et de la distance, de la superficie, mais aussi du temps également, parce que le climat n'est pas très joyeux, on va dire, quand il fait moins 30. Là, quand vous devez prendre votre voiture pour aller subir un IRM et que vous avez 8 heures de route à moins 30 sur les routes, c'est très compliqué. Donc, et aussi, le problème qu'on a, c'est que dans certaines régions, parce que au Québec, on a Montréal, on a Québec, qui sont les deux grands pôles, mais après ça, vous avez toutes les sous-régions qui, elles, n'ont pas toujours accès à des infrastructures médicales qui sont suffisantes. Et on a trouvé certaines solutions, par exemple, il y a la télémédecine, évidemment, ça a ses propres limites, mais on a aussi, par exemple, forcé les médecins, ou en tout cas incité les médecins à aller avoir leur pratique en région. Donc, on leur donne des primes, on leur donne des taux de rémunération beaucoup plus intéressants pour justement que ces gens-là aillent fournir justement cette aide médicale à des régions qui sont parfois complètement oubliées. Alors, ça marche. Par contre, parfois, ça décourage certains médecins. Ils préfèrent à ce moment-là quitter le service public et aller dans le privé parce qu'ils se disent « moi, je n'ai pas envie qu'on me dicte quoi faire et où aller ». Ce n'est pas toujours tout le monde qui va aller dans un petit village où il y a peut-être 2-3 000 personnes. Aux alentours, on a peut-être un bassin d'environ 30 000. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même façon de vivre socialement non plus. Donc, encore une fois... Il n'y a pas une obligation, c'est juste qu'il y a des aides financières. Il y a des aides financières. Après ça, on a aussi décentralisé, par exemple, la formation médicale. Donc, on a des pôles universitaires qui ont été développés pour vraiment essayer d'offrir une formation qui soit capable de répondre aux besoins. Mais encore une fois, ce sont les infrastructures qui font que ça prend très, très longtemps. On voyait tout à l'heure peut-être 32 jours d'attente pour un scan ou une IRM. Au Québec et au Canada, vu que c'est un système d'universalité des soins de santé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ticket modérateur, vous avez un cancer, vous avez par exemple une fracture, vous allez à l'hôpital, jamais vous n'allez sortir un seul $. Donc le problème, c'est que ça met énormément de pression évidemment sur le système et pour avoir un IRM par exemple, on peut attendre 6 à 9 mois dans certains cas parce qu'on dit que ce n'est pas urgent et pour l'instant, toute la machine est vraiment submergée. Alain Robété, vous qui êtes suisse avec des primes d'assurance, autrement dit des assurances santé que chaque citoyen paye, qui coûtent très très cher, quel regard vous posez sur ce sujet des frais de santé, des déserts médicaux ? Alors naturellement, la Suisse, c'est un peu l'antithèse du Canada, un tout petit pays. Voilà, donc c'est moins un problème de déserts médicaux en Suisse, quoique ça peut s'exprimer. On a eu les mêmes problèmes que ce que vous évoquiez, une politique de restriction de la formation des médecins en disant s'il y a moins de médecins, ça va coûter moins cher, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un manque extrêmement préoccupant de généralistes, etc. On résout ça en Suisse en volant les médecins, les infirmières, les infirmiers aux pays qui nous entourent. Il y a énormément d'étrangers, dont des Français qui travaillent dans nos hôpitaux. Nos hôpitaux tournent en bonne partie, enfin de manière essentielle, pas avec, j'ai pas les chiffres, mais je pense 30-40% de personnel étranger. Par contre, alors vraiment, et ça quand même, l'argent ça compte dans la santé. Et le problème, c'est que quel que soit votre système, on a une santé qui est de plus en plus performante. On arrive à soigner des cancers maintenant, mais qui vous tuaient il y a seulement 15 ans. Voilà. Et il y a un vieillissement de la population. Et ça, c'est la situation dans tous les pays, en tout cas occidentaux. Ça coûte très, très cher. Et ça coûtera de plus en plus cher. C'est vrai qu'en Suisse, on a moins... beaucoup moins, disons, ces problèmes de désert, de délai d'attente, etc. En revanche, il y a un problème politique énorme. Ça coûte, mais extrêmement cher. Pour une famille de 4 personnes, c'est plus de 1 000 € par mois. Il y a naturellement quand même des systèmes d'aide. Il y a des aides massives de l'État pour ceux qui ne peuvent pas payer. Mais c'est vraiment un problème politique différent, mais tout aussi aigu. Comment faire pour que les gens ne soient pas étouffés par ce qu'il faut payer, quoi. Chloé Morin, on va regarder ces chiffres. En 2025, 6 400 000 Français étaient sans médecin traitant, sans médecin généraliste. 8 millions de Français vivent dans un désert médical. Quelle est la solution ?
Il y en a une. Vous avez 2 heures pour répondre. La difficulté en réalité, c'est qu'on a un système qui est mixte, c'est-à-dire que les médecins sont libres, mais que leur rémunération, évidemment, vient de la sécurité sociale. De la sécurité sociale. Et donc, on a les inconvénients des 2 modèles, c'est-à-dire qu'on ne veut pas les contraindre, et on ne veut pas trop les contraindre, et d'ailleurs, eux ne veulent pas être contraints d'aller là où il faut, ou de choisir les filières où il manque du personnel. Et en même temps, on ne veut pas les laisser prendre le risque de ne pas rencontrer la demande et de ne pas être payés. Donc, je pense que pour le coup, c'est un sujet dont on ne sortira. Enfin, pour l'instant, ce qu'on a, c'est des incitations. En réalité, donc on essaye de les inciter, mais le problème fondamental, c'est que les jeunes médecins aujourd'hui, c'est pas du tout. Moi, mes 2 parents sont médecins, donc c'est le modèle qui travaille toute la journée, qui travaille énormément, qui a accepté de faire des gardes le week-end, etc. Ça n'existe plus. En fait, aujourd'hui, les jeunes médecins veulent pouvoir avoir une vie de famille, veulent pouvoir avoir des loisirs. Parfois leur mercredi, parce que c'est une profession qui s'est beaucoup féminisée aussi. Exactement, et ne veulent pas forcément avoir plus d'argent. Donc en fait, leur dire bon on va vous verser tant d'argent pour aller vivre je ne sais pas où, ils vont regarder si le je ne sais pas où est intéressant en termes de qualité de vie, beaucoup plus que l'argent qu'on va leur verser. À travers l'exemple des services de santé, au fond, est-ce que c'est pas un peu tous les services publics qui sont affaiblis ? Est-ce que c'est pas finalement moins d'État ? Puis comment faire plus de services publics alors qu'en fait, on sait que dans ce pays, il faut faire des économies. Là, si on avait la réponse à cette question, mon sentiment, c'est qu'on arrive à un point où le problème, c'est que les services publics sont à l'os. Or, on ne débat que des dépenses qui sont conservées donc à l'école, à la santé, etc. Le problème, c'est les dépenses sociales en France. Et le problème, c'est que les dépenses des services publics, entre guillemets, on les a déjà beaucoup contraintes, beaucoup rabotées. Il y a des services publics qui vraiment sont dans... Enfin, la justice est extrêmement délabrée, l'école, le manque de moyens, etc. Et le vrai débat qu'il faudrait ouvrir, c'est celui sur les dépenses sociales et donc les dépenses de santé, les dépenses de retraite, les allocations diverses et variées. Et ça, c'est très difficile en France d'aborder ce sujet. C'est toujours un sujet qui est tout de suite hystérisé, où chacun se radicalise, où les uns et les autres s'accusent ici d'être insensibles à la pauvreté, là de vouloir assassiner les personnes âgées. Enfin, c'est extrêmement difficile et pour le coup, j'ai quand même l'impression que dans les conditions qu'on décrit depuis tout à l'heure, dans le climat médiatique et politique qu'on décrit depuis tout à l'heure, on va encore une fois en 2027 louper ce nœud-là qu'il faudrait arriver à trancher d'une manière ou d'une autre. On va continuer justement à parler de tout cela, car parmi les sujets qui sont au centre des débats en France, il y a aussi l'immigration. Concernant ce sujet, je vous propose tout de suite de regarder les derniers chiffres portant sur le nombre de personnes arrivées régulièrement sur le sol français en 2024. C'est un sujet signé Juliette Poissonnier pour France Télévisions. Ce sont des chiffres largement scrutés qui viennent d'être dévoilés, ceux de l'immigration en 2024. Plus 1,8% de titres de séjour délivrés l'an dernier. Mais dans le même temps, plus 26,7% d'expulsions d'étrangers et moins 10% de régularisation de sans-papiers. Des chiffres interprétés différemment dans la classe politique. La cote d'alerte de la submersion migratoire est atteinte. On a encore battu des records, ce qui veut bien dire que la parole magique n'existe pas. Ce que montrent ces chiffres, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'en faire des tartines sur l'immigration, que l'immigration, globalement, dans notre pays, elle est stable. Parmi les détenteurs de titres de séjour, la plupart viennent du Maghreb. D'abord le Maroc, puis la Tunisie et l'Algérie. Dans le détail, 32% sont des étudiants, 27% des regroupements familiaux, 17% viennent pour des raisons économiques et 16% pour des raisons humanitaires. Selon cet expert, les titres de séjour comme les demandes d'asile restent à un niveau élevé. C'est la 2e ou 3e année la plus élevée en termes de demandes d'asile. C'est 3 fois plus que ce qu'on recevait à la fin des années 2000. Donc là aussi, le constat, comme pour les titres de séjour, est plutôt à la stabilisation sur un plateau qui est assez élevé.
Les chiffres de 2024 montrent aussi plus de retours dans les pays d'origine. Mais attention, cette hausse des expulsions concerne surtout des retours spontanés et dans une moindre mesure, des éloignements forcés. Frédéric Arnault, vous venez d'un pays, le Canada, où on pratique ce qu'on appelle une politique d'immigration choisie, avec un système de quotas, des objectifs par rapport à certains métiers, certaines professions, certains secteurs d'emploi. D'ailleurs, cette année, le seuil du nombre de migrants réguliers a été abaissé au Canada. Quel regard vous portez sur ce débat français autour de l'immigration ? En fait, c'est un débat qu'à peu près toutes les nations actuellement ont sur la table. En fait, la France, si on regarde les chiffres, c'est vrai que ce qui frappe, c'est vraiment les chiffres au niveau de la réunification familiale. C'est au niveau aussi d'étudiants. Donc, ça compose quand même un assez enjeu important. Au Canada, c'est sûr que nous, on est un pays d'immigration par définition. Là, pour l'instant, on a des cibles revues à la baisse, on a des seuils d'acceptation d'immigrés qui va descendre à peu près à 370 000 par année. On est un pays qui a à peu près 40 millions de personnes, donc on a besoin, pour se développer, d'avoir cette immigration-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cible davantage, en fait, vers une immigration économique. Donc, on cherche surtout des travailleurs, de la main-d'œuvre qualifiée, que ce soit pour les technologies ou même, on a besoin de plombiers, comme partout de plus en plus. Il y a également aussi les investisseurs donc, qui arrivent, des entrepreneurs qui ont besoin de se développer à l'international et on essaye justement de favoriser cette entrée-là. Après, écoutez, je pense que c'est le même problème qu'on a également aux États-Unis. On essaye de voir d'accepter plus de gens qui vont créer de la richesse, qui vont participer au développement commercial et économique. Ce qui ne veut pas dire non plus, par exemple, que quelqu'un qui demande l'asile ou qui est réfugié ne peut pas produire cette richesse-là. C'est juste qu'il y a des gens qui ont plus d'argent dans les poches et qui peuvent apporter peut-être quelque chose plus rapidement à l'économie du pays. S'ils peuvent être francophones pour se rendre du côté du Québec, c'est encore mieux. Eh bien, évidemment, c'est sûr. Et là, parce qu'au départ, le fédéral gérait tout. Et là, au fur et à mesure des décennies, le Québec s'est battu vraiment pour mieux sélectionner son immigration, pour essayer justement de sauver le fait français. Donc, ça marche plus ou moins bien des fois, parce qu'il y a toujours, encore une fois, ce développement économique qui, lui, ne parle 1000 langues, en fait. Ouais. Chloé Morin, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi, par exemple, à adopter des lois ou en tout cas une politique d'immigration en s'inspirant, par exemple, du modèle canadien ? Pourquoi est-ce que cette thématique de l'immigration, elle polarise autant en France ? C'est lié aussi à la confusion entre immigration régulière et immigration illégale ? Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de fantasmes et de réalités niées par une partie de la classe politique. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Alors vous avez évidemment une problématique qui est confisquée par deux pôles, qui sont les pôles les plus visibles médiatiquement et puis sur les réseaux sociaux. Le pôle qui vous dit qu'il n'y a pas de problème d'immigration et dès que vous prononcez même le mot immigré, vous êtes raciste. Et la phrase de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ne pourrait plus être prononcée par le Parti socialiste aujourd'hui. Ça c'est clair. Et en face, vous avez effectivement le RN et puis le Parti Reconquête, etc., qui considèrent que tous les maux de la France viennent de l'immigration. Et donc, l'espace au milieu, qui pourrait être capable de dire quels sont vraiment les problèmes et moi de mon point de vue on a plus un problème d'intégration que d'immigration, mais quels sont les problèmes, comment est-ce qu'on les règle et comment est-ce qu'on arrive à distinguer les choses pour ne pas tout confondre et pas mélanger les sujets d'intégration parce qu'aujourd'hui en fait tout est dans le discours public tenu par la droite et l'extrême droite aujourd'hui, c'est immigration, intégration, islam, radicalisation, sécurité, tout est dans le même sac. Donc vous n'avez plus cette capacité à redescendre un peu en température et dire quels sont les faits et quelles sont les solutions qu'on met en face. Il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Donc il y a une espèce de pugilat généralisé et on n'en sort pas, comme beaucoup de sujets en fait en France. À l'RBT, comment vous expliquez qu'on ne puisse pas avoir un débat apaisé, plus serein
sur ce sujet d'immigration. Est-ce que vous voyez un pays où ce débat est apaisé? En tout cas, je peux vous dire qu'en Suisse, je pense qu'au Canada, ça se passe pas trop mal. Il y a des débats. Mais parce qu'on est un pays d'immigration aussi, donc depuis le début. En tout cas, parce que, alors moi, je vois l'Allemagne, l'Italie, enfin, le nombre de pays où cette thématique de l'immigration est centrale. Surtout l'immigration irrégulière en Italie, en l'occurrence. Ouais. Voilà, mais comme disait Madame Morin, il y a toujours un peu cette confusion entre l'immigration légale et illégale. Et en Suisse, le premier parti, qui était le 4e parti, un petit parti gouvernemental, et qui aujourd'hui est le premier, c'est un parti droite nationaliste, pas d'extrême droite, mais qui conservateur, très conservateur. Et quand même très très xénophobe. C'est un parti qui a fait son succès sur 2 thématiques, limiter l'immigration. Et la Suisse a 10 millions d'habitants, pas de plus. Et puis la démonisation de l'Union européenne. Cela dit, ça m'amuse quand le Rassemblement national, j'entends parfois Madame Le Pen invoquer le système suisse. Ça m'amuse un peu. Nous, on a 25% d'étrangers, vous en êtes à 12. Donc, si vous appliquez notre politique, vous avez de la marge. Non, mais c'est-à-dire que 25% des résidents suisses sont d'origine étrangère. Non, sont étrangers. 40% sont d'origine étrangère. C'est ça, exactement. Mais 25% des résidents sont étrangers. Des non-suisses, voilà. Justement, on va parler à présent, Alain Rébété, d'émigration, et on va regarder ces chiffres ensemble. Celui du nombre de travailleurs français en Suisse. Et alors, on voit qu'il est carrément doublé en 20 ans. C'est un sujet de tension, c'est un sujet qui peut-être mérite d'être quand même réfléchi, pris en compte par les Français. Cette explosion du nombre, c'est vraiment les frontaliers qui sont en tout cas, c'est en constante augmentation. Énorme. Les montres suisses sont fabriqués pour au moins un tiers du personnel par des Français qui viennent et qui habitent de l'autre côté de la frontière. Voilà. Et c'est un problème. C'est un sujet de tension, puisque ça pose des problèmes en termes de transport. La France reproche de former, d'investir dans de la formation et ensuite ça sert dans les entreprises. Ça coûte cher aussi en assurance maladie, en assurance chômage à la France lorsqu'il y a des problèmes de chômage. Voilà. Qui touche quand même une bonne partie des impôts sur des salaires suisses, donc très élevés. Voilà, n'est-ce pas, ils en profitent pas mal. Toute cette région-là, si vous regardez les statistiques de richesse, il y a le long de la frontière suisse une bande comme ça de communes qui sont riches. Ouais, Chloé Morin, il y a eu aussi un autre chiffre que je voulais partager avec vous. Ces dernières années, 10% des jeunes diplômés français d'écoles d'ingénieurs et 15% d'écoles de management choisissent l'expatriation. On parle de 15 000 jeunes diplômés par an qui s'expatrient. C'est une progression de 23% en 10 ans. On peut commencer à parler un peu de fuite des jeunes cerveaux français ? Oui, mais après on le comprend parce qu'en fait le discours ambiant... la conjoncture, comme on disait... Oui, c'est ce qu'on entend à la radio, à la télé, dans la bouche des responsables politiques. C'est quand même que la France va mal, va de plus en plus mal et que tout est perdu. Et donc, quand on est jeune, quand on commence sa vie professionnelle, ça me semble logique qu'on aille saisir les opportunités là où on dit qu'elles sont. Et donc, évidemment, ce qu'on entend même sur les États-Unis aujourd'hui, en dépit de toutes les tensions qu'il y a aux États-Unis, ça paraît... on a l'impression qu'il y a plus d'opportunités. Il y a un vrai sujet d'attractivité de la France. On parle de l'attractivité de la France, mais la France devient non attractive, y compris pour ses propres travailleurs. C'est ça le problème. Alors, parmi les sujets qui préoccupent aussi beaucoup les Français, il y a évidemment celui du pouvoir d'achat. On regarde tout de suite le reportage de Maryse Burgot. Provins, commune de Seine-et-Marne. Près de 12 000 habitants, nous y allons à votre rencontre dans les yeux des Français. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre. Votre grande préoccupation reste votre pouvoir d'achat. Cette famille est à l'euro près quand elle fait ses courses. Alors cette journée du patrimoine, c'est une aubaine. C'est l'occasion, c'est un week-end en famille, donc on vient. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Vous vous considérez classe moyenne ou... Classe moyenne, mais sur le premier échelon.
on va dire, juste avant de franchir la limite on n'y arrive plus. Lui est agent territorial. Il gagne 1 900 € net par mois pour faire vivre sa famille. Bien sûr, ils perçoivent des aides, mais les loisirs sont un luxe. Avant, c'était une fois à chaque vacances scolaires. Le cinéma. Voilà. Et maintenant, c'est vraiment quand il y a un film qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Ah oui, d'accord. On y va 2-3 fois par an, déjà, c'est déjà pas mal. Pour nous, les vacances, en fait, on va dire que c'est un week-end de 3 jours. Ah oui, pas plus long. Ah, pas plus long. Ah, c'est pas possible. Rien que 3 jours, déjà, c'est merveilleux. Impossible pour eux d'acheter une maison. Les banques leur refusent un prêt, mais ils ne se laissent pas abattre. Je suis fonctionnaire, du coup, j'essaie de voir les concours qui peuvent me faire augmenter un peu mon salaire. Le cordonnier de province s'est mis à son compte il y a quelques années. Bonjour monsieur. Ouais. Je vous suis? Ah, je vous en prie. Ok. 10 heures par jour de travail pour se dégager tout juste le SMIC en salaire. Depuis que je me suis mis à mon compte pour aller aux vacances, il faut bien calculer. Ah oui. Ouais. Vous regrettez de vous être mis à votre compte? Oui. Ouais. Ah bon? Ah ouais. Parce que c'est pas pareil. Quand on est salarié, tranquille, quoi. On travaille, on va gagner notre mois et c'est bon, quoi. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Ce père de famille est cadre à la SNCF, son épouse est institutrice. Mais leurs 2 enfants étudiants, l'une en médecine à Paris, l'autre en droit à Clermont-Ferrand, leur coûtent cher. C'est un peu plus de 1 000 € pour chacun, loyer et nourriture comprise. C'est le salaire de ma femme enseignante, en fait. On se pose des questions régulièrement avec ma femme sur comment font les familles qui n'ont pas nos salaires et qui ont des enfants avec peut-être des capacités même peut-être meilleures que celles de nos enfants. Cet homme considère qu'il est correctement payé. Il a pourtant dû réduire le train de vie de sa famille pour financer les études de ses enfants. Ses inquiétudes financières se lisent dans les yeux des nombreux Français croisés dans cette salle de sport. Chloé Morin, Alain Rebettier et Frédéric Arnaud, je vous propose tout de suite de prendre la direction de Bruxelles pour retrouver Bruno Colemont. Bruno Colemont, en tant qu'économiste, quelle valeur vous accordez à ce thème du pouvoir d'achat ? Mais je crois que c'est un thème très important et merci de m'inviter à en parler. Il se fait quand même qu'on voit depuis maintenant 30-40 ans une dégradation du pouvoir d'achat en termes relatifs. C'est-à-dire que le salaire ne permet plus d'avoir le même niveau de vie que ce qui était autorisé auparavant. Et concomitamment, on a vu que la part des revenus du capital dans l'économie augmentait au détriment de la part des revenus du travail. Donc finalement, quelqu'un qui a du bien, quelqu'un qui a eu la chance d'avoir des biens immobiliers, d'investir en bourse, a vu son patrimoine augmenter de manière tout à fait stupéfiante par rapport à l'augmentation des salaires. Et cette réalité place beaucoup de personnes dans, on va dire, sous la ligne de flottaison. Et heureusement d'ailleurs qu'en Europe, on a gardé un État social qui est basé sur la redistribution, parce que si on transposait la situation européenne aux États-Unis, on aurait vraiment la moitié des gens qui seraient dans une situation tout à fait périlleuse. Et je crois que ce problème ne va pas se résoudre facilement, parce que les salaires ne se revalorisent pas, naturellement, et que d'autre part, on oublie de le signaler, mais que l'intelligence artificielle va enlever une partie des rémunérations du travail. Donc, on est face à un bouleversement technologique qui, immanquablement, va toucher la capacité de pouvoir d'achat de la plupart des citoyens. On va revenir vers vous, Bruno Colemont. Chloé Morin, ce sujet du pouvoir d'achat, il va être central, vous pensez, lors des prochaines élections, comme ça a été le cas aux États-Unis, en fait, il y a 2 ans. Enfin, il y a un an. Il va être central. Il est d'autant plus central maintenant que parmi les sujets qui préoccupaient beaucoup les Français, il y avait l'emploi, le chômage, depuis des décennies, et que ce sujet-là a vraiment reculé parmi les priorités. C'est quelque chose qui n'est pas porté au crédit d'Emmanuel Macron par l'opinion publique, mais c'est tout de même le résultat de sa politique économique. Et en revanche, le sujet du bien-être au travail, le sujet de la précarité, tous ces sujets-là sont parmi les priorités, on va dire, en termes économiques des Français. Frédéric Arnaud, pour vous, c'est un problème de salaire ou c'est un problème d'augmentation, de hausse des prix ? C'est sûr que tout a augmenté depuis les 4 dernières années. En fait, on revient toujours à ce même problème-là. Il faut savoir en plus qu'au Canada, on a
un gros voisin qui prend beaucoup de place et qui est venu encore plus chambouler en fait la problématique avec les fameux droits de douane qui touchent maintenant bon nombre de pays. Et donc on s'est retrouvé nous avec Donc vous vivez un peu la même chose en fait. Oui, sur ce exactement. sujet du pouvoir d'achat. C'est la même chose. Alain Rébété, vous pensez vraiment que le problème, en tout cas en France, le sujet des salaires est un sujet important? Oui, ça me frappe beaucoup. Je trouve que, alors naturellement, c'est toujours très difficile, hein, les comparaisons de pays, mais les niveaux salariaux, le nombre de gens qui sont payés au SMIC en France, le niveau du SMIC quand on le compare à l'Allemagne, je trouve très bas. Et je n'ai pas d'explication. J'ai une hypothèse qui ne va pas être populaire. Je pense que vous payez très cher des choses comme les 35 heures ou l'âge de la retraite. On va poursuivre cette discussion avec vous et justement, je vous propose à présent d'aller faire un tour en Suisse pour savoir ce que les Helvètes pensent de leurs voisins français. Le ton de cet éditorial de Christophe Sirot est résolument décalé, mais il mérite d'être écouté. On regarde ce sujet diffusé dans l'émission Infrarouge sur la RTS. Mais quelle formule magique le 7e Premier ministre de l'ère Macron va-t-il bien pouvoir dégainer pour apaiser vos conflits et juguler votre dette, chers voisins? Il a déjà sa petite idée. C'est dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire, il n'y a pas de chemin impossible. Ah bon? Alors pourquoi vous ne sortez pas de cette nébuleuse? Pourquoi, vous qu'on observe comme on observerait un grand frère en plein conflit existentiel, pourquoi, encore une fois, vous prenez la rue? Votre président est encore plus impopulaire qu'en 2018 pendant la crise des Gilets jaunes. Mon seul souci, c'est vous. Vous les Français, avec votre 5e République, censée protéger l'intérêt général contre le chaos, mais qui sert davantage votre centralisme et la verticalité d'un pouvoir aux mains d'une élite, formatée à l'ENA. Vous et votre inaptitude à sortir d'une culture de l'affrontement binaire, votre incapacité à former des coalitions, l'exact inverse de nous en Suisse, où tous les partis qui pèsent sont au pouvoir, et voilà le spectacle que vous nous donnez. Madame, s'il vous plaît. Une France qui ne s'écoute pas, un gouvernement sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, obligé de passer en force sur des dossiers sensibles. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Elisabeth Borne qui repousse l'âge de la retraite de 62 à 64 ans pendant qu'à gauche, les députés NUPES entonnent la Marseillaise et que le RN hurle à la démission. Parlons-en de vos retraites. Chez nous, dans un pays qui ne travaille pas 35, mais 42 heures par semaine, c'est 65 ans pour tout le monde depuis un référendum et un scrutin populaire. Lors du référendum, ça semble d'ailleurs inspirer votre président, qui vous le répète, vous pourrez bientôt voter sur des objets simples, mais essentiels. En 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Sauf que de votre côté, rien à l'horizon, alors que nous glissons 4 fois par an notre bulletin dans l'urne sur des sujets souvent épineux. Et à propos de dette nationale, les Suisses ont voté un frein à l'endettement il y a plus de 20 ans déjà, afin de pérenniser une stricte discipline budgétaire. Résultat, en 2024, nous avons réduit ce poids financier à 140 milliards, 17% de notre PIB, contre 3 300 milliards de dettes chez vous, 114% de votre PIB. Ce qui fait que nous, la petite confédération, nous avons parfois du mal avec votre condescendance, chers voisins, même si nous gardons pour vous les yeux du Benjamin qui aime bien son frère aîné, malgré tous ses défauts. Ça vous fait sourire, Alain Rébété, ce reportage sur ce que pense ce sujet, sur ce que pensent les Suisses des Français. Disons qu'on a peut-être un excès de fierté en Suisse avec nos institutions. Le fait est qu'actuellement, si vous demandez aux Suisses qu'est-ce que vous pensez du pays, etc., ils sont plutôt satisfaits de la manière dont il est gouverné. On est quand même dans un autre monde que la France qui nous apitoie un peu, c'est vrai. Bruno Coleman, vous qui n'êtes pas suisse, vous êtes belge. Est-ce que vous pensez aussi que les Français ont trop d'esprit critique pour manier l'art du compromis ? Je pense que vous êtes dans une phase en France maintenant de grande vivacité parlementaire.
puisque après 3 cohabitations, vous avez maintenant un système qui ressemble très fort à celui de la Belgique, c'est-à-dire avec des partis qui doivent au sein du Parlement s'entendre. En Belgique, on a un système qui est un système de représentation parlementaire, mais à un seul tour, avec 3 communautés linguistiques, avec des régions, des communautés. Et donc, au niveau fédéral, tout doit être compromis parce qu'il n'y a pas d'alignement naturel entre les personnes qui parlent des langues différentes et des inflexions politiques aussi très diverses. Et donc, je pense qu'en fait, en France, vous êtes en train de redécouvrir le débat politique et aussi le débat idéologique. Parce que pendant très longtemps, sous la Ve République, vous avez une conjonction d'avoir un président et un parlement qui lui était acquis. Aujourd'hui, c'est très différent. Et donc, du débat sortent parfois des bonnes choses, parfois des choses un peu plus complexes, mais vous renouez avec l'esprit sans doute de la Troisième, voire de la Quatrième République. Nous, on connaît ça depuis très longtemps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les Belges, mais comme les Suisses, hein, on est dans un système assez comparable à la Suisse, on a appris l'art du compromis, l'art en fait du débat, parce que rien n'est jamais tranché de manière définitive. C'est-à-dire que quand on parle déjà plusieurs langues différentes, il faut savoir prendre son temps pour s'écouter, pour s'entendre. Chloé Morin, la Suisse, les votations, les initiatives, ou alors le modèle belge, pourquoi pas, c'est une source d'inspiration. Et puis, est-ce que ce modèle, il est importable en France ? On peut l'adapter, en tout cas. Importable, non, aucun modèle n'est directement importable. Après, entre un pays qui n'a pas connu de référendum depuis 20 ans et un pays... Et la qui dernière fois où les gens ont voté, on a inversé... Oui, mais les résultats ont ensuite été modifiés à l'Assemblée nationale. Dans la classe politique actuelle, une méfiance vis-à-vis du référendum. Et quand les commentateurs parlent de référendum, ils disent tout de suite « mais les Français ne répondent jamais à la question », ce qui est faux. La dernière fois qu'on a fait un référendum local pour Notre-Dame-des-Landes, les gens ont répondu à la question. Je pense qu'il y a beaucoup de condescendance des élites, et pas seulement des élites politiques, vis-à-vis des citoyens, et que les élites, se sachant détestées, on l'a vu dans les sujets précédents, se disent « moins on consulte le peuple, mieux c'est ». Parce que le peuple fait globalement beaucoup de bêtises. Je pense que la seule manière de sortir de ça, c'est la confiance, et la confiance répétée. C'est-à-dire ne pas dire « je vais faire un référendum, puis si on perd, dire bah, « j'en ferai plus jamais », mais dire « je vais faire un référendum, et même je vais en faire plusieurs, et ça va devenir une habitude ». Et de cette manière-là, on ne votera plus au référendum pour manifester un mécontentement, mais pour vraiment répondre à la question. Frédéric Arnoux. Moi, j'ai une dualité nationale. Je suis et belge et canadien. Donc, j'ai 2 monarchies parlementaires qui font partie de mes pays. Et c'est sûr que, au Canada, par exemple, quand on a entendu le Premier ministre, il y avait une motion de censure donc, qui s'en va, etc. Chez nous, on se dit, mais tiens, comment ça se fait que ce n'est pas comme chez nous, où dans le fond, on n'est pas une république, évidemment, on n'a pas de président. Mais à partir du moment où le Premier ministre n'est plus capable, ou tombe sur une motion de censure, à ce moment-là, il s'en va voir la gouverneure générale, qui est la représentante du roi Charles, donc parce que c'est le chef d'État du Canada, c'est le roi Charles du Royaume-Uni, et dit, écoutez, je ne suis plus capable de faire fonctionner ce pays, donc automatiquement, on déclenche des élections. Alors qu'ici, M. Macron peut décider, non, on va essayer de faire un autre tour, on va remettre M. Le Cornu 23, 24, 25. Donc c'est vraiment une autre façon de voir la politique. Nous, on n'a pas le choix. Pour l'instant, on a un gouvernement fédéral qui est minoritaire, donc qui pourrait tomber du jour au lendemain, mais justement, il y a cette nécessité de faire des compromis d'autres partis qui, parfois, n'ont même pas d'atome crochu, on va dire, avec le parti au pouvoir, mais qui décident on va faire un effort parce qu'on ne veut pas plonger le pays dans une élection. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus complexe. Il y a ce côté un peu monarque aussi de la présidence actuellement. Donc. Et parmi les secteurs en grande difficulté, il y a l'agriculture. La France a perdu plus de la moitié de ses fermes depuis la fin des années 1980. Un autre chiffre, en 3 ans, ce sont 40 000 petites exploitations agricoles qui ont disparu. La Bretagne est particulièrement touchée, comme l'illustre ce reportage d'Émilie Queneau pour France Télévisions. Dans cette petite commune à une dizaine de kilomètres de Rennes, les lotissements ont remplacé les champs. Ça a tellement changé que... Même la mère et son adjoint ont du mal à se repérer sur cette photo qui date des années 50. On suppose qu'on est là. Car ici, il y a 30 ans, il y avait... des champs, des vaches, des arbres. Autour des années 70, la Bretagne se réveille. Rennes aussi, un bassin d'emploi important. Donc voilà, il faut accueillir les travailleurs à cette époque-là.
D'un côté, des terres grignotées par le béton, de l'autre, des exploitations qui ferment. Dans cette commune, au sud de l'Ille-et-Vilaine, il y avait 67 fermes en 1988. Il n'en reste que 12 aujourd'hui. Là, on en avait une, ici, on en avait une. La maison d'après, il y avait une ferme aussi. Ça, début des années 90, c'est des structures qui étaient là. À la tête d'une petite exploitation, Grégoire Morin élève des vaches à viande en agriculture biologique. Pour survivre, il vient de racheter des terres et des bêtes à sa voisine partie à la retraite. Je suis sur une petite structure, j'ai 45 hectares, j'en vis pas. Très clairement, j'ai un travail extérieur. Aujourd'hui, c'est mon gros loisir. Le fait de m'agrandir, l'idée, c'est de pouvoir commencer à me dégager un salaire, quoi. Avec les fermes qui disparaissent, c'est aussi tout un monde rural qui change. Anne-Marie Morin, la mère de Grégoire, en est le témoin. Ces photos datent de 1990. À l'époque, tous les agriculteurs étaient venus aider pour des grands travaux à la ferme. Alors, ça a vraiment été un moment d'entraide rurale, quoi. Bon, on ne connaît plus personne. C'est vrai moi, sincèrement, je connais plus grand monde à Théier. Enfin, les anciens de ma génération, mais dans les jeunes générations, il n'y a plus de contact. Grégoire avait toujours rêvé d'être agriculteur. Il n'imaginait pas à l'époque qu'il serait l'un des derniers de sa commune. Chloé Morin, peut-on dire que tout le monde agricole va mal, ou est-ce qu'en fait ce sont surtout les petites exploitations qui souffrent? Moi, ce qui me frappe, c'est que, comme le sujet de la santé tout à l'heure, ce sont des sujets sur lesquels on paye un déficit de vision. On paye le fait qu'à un moment donné, les responsables politiques au pouvoir n'ont pas anticipé les conséquences de la mondialisation, n'ont pas anticipé le réchauffement climatique, enfin, des choses qui sont des choses, des phénomènes scientifiquement prouvés et dont on aurait pu mesurer les conséquences de long terme. Et donc aujourd'hui, oui, il y a par exemple des agriculteurs qui se trouvent à exploiter du maïs dans des endroits où, logiquement, on ne devrait pas en exploiter. Donc c'est assez frappant et je pense que c'est ça qui est désespérant pour les gens, en fait, c'est le fait de constater qu'on a tous les éléments pour piloter une forme de redressement, quoi. Mais on reste scotché dans le court terme et dans les solutions court-termistes et dans la polémique du moment, en quelque sorte. Bruno Coleman, ce que nous dit Chloé Morin est juste. Le problème, c'est la mondialisation. On n'a pas suffisamment protégé l'agriculture française face à la mondialisation. Et là, en fait, on est en train de signer l'accord du Mercosur, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Est-ce que ça ne rajoute pas de l'inquiétude à l'inquiétude? Et est-ce que ce genre d'accord est toujours à la mode, justifié? Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, l'agriculture, malheureusement, vit un phénomène de concentration capitalistique. Et c'est-à-dire qu'en fait, les petits opérateurs doivent se regrouper. On voit maintenant des immenses groupes agroalimentaires imposer leurs prix au détriment des petits, ce qui est vraiment extrêmement dommageable parce que finalement, on parle de terre nourricière, mais on oublie un peu le mot nourricière. Et donc, ce qui veut dire qu'on est en train de sacrifier notre terre, notre alimentation pour des questions financières. Alors, les accords du Mercosur, il y a du bon, il y a du moins bon. Je pense que sous l'aspect purement économique, hors de toute considération alimentaire ou écologique, c'est bon de développer le multilatéralisme, c'est bon de développer le libre-échange. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans un monde qui se ferme, et on le voit avec les États-Unis, avec leurs droits de douane, eh bien, globalement, ça crée des impacts, ça crée de la viscosité dans les flux économiques. Donc, c'est bon d'avoir du multilatéralisme. Par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que sous l'angle de l'écologie, nous nous sommes imposés des normes, et je crois légitimement, bien qu'au niveau européen maintenant, on les relâche, et qu'on pourrait en arriver à une situation à pouvoir importer, notamment d'Amérique du Sud, des biens de moindre qualité écologique et alimentaire que ce qu'on peut produire chez nous. Donc, il y a du bon dans la logique purement de la fluidité économique, du déploiement des flux financiers, mais par contre, il y a une mise en danger de nos agriculteurs parce que justement, le moins-disant social ou le moins-disant écologique pourra gagner par rapport à ce qui est produit de manière domestique. Ce qui est aussi difficile pour le monde agricole actuellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relève. Moi, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou même en France, je trouve énormément de fermiers qui sont très fiers, qui adorent la terre, qui ne voudraient la lâcher pour rien au monde. Le problème, c'est que les enfants ne veulent pas reprendre parce que c'est difficile, parce qu'ils ont envie de faire autre chose, ils ont envie de s'ouvrir davantage sur le monde et ils laissent tomber cette production-là. Donc là, encore une fois,
il manque d'incitatifs, peut-être d'aide pour ces jeunes fermiers, ces jeunes agriculteurs, pour essayer de reprendre, ou en tout cas de les convaincre que c'est tout à fait c'est notable de le faire, c'est important, c'est pour l'avenir aussi d'une certaine économie en France et partout ailleurs d'ailleurs. À l'RMBT, c'est la même problématique en Suisse, reprendre des fermes. Les jeunes hésitent à reprendre des fermes. Bien sûr, l'agriculture est en danger aussi en Suisse. C'est un parallélisme absolu, mais il y a une très très grande différence. C'est que la France est une grande puissance agricole. Il y a des agriculteurs qui gagnent beaucoup d'argent en France. On parle toujours des petits qui... Voilà. Et la FNSEA qui, pour parler brutalement, dicte la politique agricole en France, c'est pas le ministre, c'est même pas le président, c'est la FNSEA, elle défend un modèle très productiviste et qui permet d'exporter. Et finalement, le gouvernement se dit, c'est un secteur où on exporte, je ne veux pas. Et il y a une tension, parce que le Mercosur, en Suisse aussi, les agriculteurs, ils n'aiment pas les accords de libre-échange, parce que ça pose un problème pour eux. Mais en revanche, ils savent que les aides très importantes de l'État, il faut bien qu'elles soient financées. Et il faut bien que les industries exportatrices qui profitent pleinement. Pourquoi le Mercosur est appuyé par l'Europe? Mais parce que l'Italie, l'Allemagne, qui sont des pays exportateurs, disent on en a besoin. Sinon nos industries d'exportation vont crever. Et alors la France dit on devrait redevenir un pays d'exportation, mais il ne faut pas le Mercosur. Vous voyez, il y a là un peu, je trouve, des contradictions qui mériteraient d'être un peu clarifiées. Alors, un autre secteur est en tension, celui du vin. Les taxes douanières de Donald Trump viennent s'ajouter à une baisse générale de la consommation en imposant 15% sur les exportations françaises vers les États-Unis. Le président américain a porté un coup sévère aux viticulteurs français. 40% des producteurs français qui exportent travaillent avec les Américains. Ils doivent donc aujourd'hui repenser leur stratégie. Reportage en Bourgogne de Tamara Alteresco pour Radio-Canada. Sur la route des vins de Bourgogne, le printemps dans toute sa lumière. Les vignes se réveillent de leur sommeil sur des kilomètres à perte de vue. Elles offrent les vins parmi les plus convoités du monde. Et ici, tous les viticulteurs en font leur fierté. Des petits domaines comme celui des Sœurs Vilain à Chablis, au plus cossu de Laurent Delaunay à Nuit-Saint-Georges. Ce serait quand même dommage que nos amis américains ne puissent plus en boire. Car 30% de sa production est exportée aux États-Unis. Ah oui, c'est absolument énorme. Les États-Unis sont vraiment notre premier marché, comme c'est le cas pour l'ensemble de la Bourgogne et comme c'est le cas pour l'ensemble de la production de vin en France. Marianne aussi attend impatiemment des nouvelles d'un acheteur de la Floride qui raffole de son Chablis. Je pense qu'ils sont attirés par le côté frais, la minéralité, la vivacité du Chablis. Les États-Unis étaient depuis quelques années son marché de prédilection. Avant, notre plus gros client, c'était le Royaume-Uni. Ça s'est arrêté avec le Brexit. Là, on était reparti sur les États-Unis. Ça s'arrête. Donc, en fait, ouais, faut s'adapter. Mais il y en a d'autres, comme Jean-Michel Chartron, qui avait prévu le coup. Moi, le bon sens paysan dit qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Encore marqué par les droits de douane que le président Trump leur avait imposés lors de son premier mandat, il limite ses ventes américaines à moins de 10% de sa récolte. Parce que je ne veux absolument pas dépendre d'un marché prédominant et imprévisible. Marianne non plus, et cherche désormais d'autres options. On essaye un petit peu d'aller sur le Canada. On a répondu justement à un appel d'offres pas plus tard qu'hier. Sauf que développer de nouveaux marchés lucratifs, comme celui des États-Unis, prend des années. Et aujourd'hui, c'est la planète qui la prend à ses dépens. Bruno Coleman, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mesurer l'impact de ces droits de douane américains sur l'économie française ? C'est compliqué à faire parce qu'on voit que ces droits de douane évoluent en fonction des besoins des Américains. Mais je pense que globalement, on peut mesurer ça comme étant un demi-point, on va dire un tiers de point de croissance chaque année, ce qui est énorme. On parle de dizaines de milliards d'euros. Et finalement, le problème, c'est que ces dizaines de milliards d'euros ne sont pas répartis de manière uniforme. Vous parlez maintenant du vin français. Il y a d'abord une concurrence intra-européenne, notamment avec l'Italie. Et donc, ce qui veut dire que des modèles
modèles d'entreprise vont devoir complètement être modifiés. On parle en France du fait qu'il y aurait 40 000 hectares de cépages en trop pour rester plus ou moins concurrentiels. Et donc, ce qui veut dire que l'impact immédiat n'est pas l'impact futur. En fait, nos économies vont devoir en permanence s'adapter et donc moduler leur production, leur écoulement, leur marché extérieur en fonction des droits de douane de Trump. Et le problème dans cette situation, c'est que ces droits de douane sont en fait unilatéraux, puisque l'Europe a décidé de ne pas poser de manière supplémentaire les importations américaines, alors que les nôtres sont taxés à 15%, voire plus dans certains domaines. Oui, ce sont des points de croissance qui partent. Et ça ne touche pas que le vin, hein, ça touche d'ailleurs beaucoup d'industries, puisqu'en fait, l'Europe s'est engagée à investir aux États-Unis, en partie pour éviter les droits de douane, ce qui veut dire que des capacités de production européennes vont devoir se délocaliser dans différents domaines, industrie, automobile, chimie, pharmacie, pour éviter les droits de douane. Donc c'est un impact qui, à mon avis, sera important et qui explique pourquoi notre taux de croissance au niveau européen reste en fait très très bas quand on prend la Belgique, la France, l'Allemagne. On est aux environs de 1%, ce qui est en fait finalement très très médiocre et qui est aggravé bien sûr par les droits de douane. À Frédéric Arnoux, les Français devraient faire comme les Canadiens, arrêter d'acheter des produits américains. Ça pourrait faire quelque chose ou pas ? En fait, ça a des effets déjà parce que vous savez, par exemple en Ontario et au Québec, qui sont les deux provinces les plus importantes en termes de population au Canada, c'est qu'on a des monopoles de vente de vins et spiritueux. Donc on a la Société des alcools du Québec et le LCBO en Ontario. Et eux ont décidé en fait de retirer des rayons des centaines de magasins des monopoles tous les produits américains. Donc, il n'y avait plus de Jack Daniels, il n'y avait plus de whisky, il n'y avait plus de vin californien. Et évidemment, il y a eu un impact direct. D'abord, c'est que ça a libéré de l'espace pour des vins produits localement ou d'autres pays qui étaient prêts justement à arroser en quelque sorte le marché. Donc, il y a moyen de conscientiser davantage le consommateur en disant « vous avez un pouvoir et regardez, vous allez acheter autre chose que des vins californiens juste parce que Donald Trump essaye de mettre le Canada à genoux. » En fait, c'est un peu ça, c'est la même chose avec l'Union européenne. En fait, c'est ça que veut Donald Trump, c'est faire plier l'Union européenne en essayant de... Il n'arrête pas de dire « vous savez, l'Union européenne, c'est un concept pour juste essayer de combattre les États-Unis. Le Canada, après tout, ça serait bien un 51e État. On va mettre la main là-dessus, on va prendre leurs ressources. » Donc, encore une fois, c'est un frondeur, Donald Trump. Il y a des impacts, mais il y a aussi une riposte de certains pays qui décident de « moi, je ne tolère pas ça, donc je veux faire sentir ça aux Américains en n'achetant plus de vin de telle ou telle région, par exemple. » Alors, parmi les maux qui frappent de plein fouet l'économie de certaines régions françaises, il y a aussi la désindustrialisation, des entreprises qui ferment, qui délocalisent, qui est synonyme de suppression d'emplois. Et symbole de cette crise industrielle, ArcelorMittal, malgré les aides publiques, l'aciériste prévoit de supprimer 600 emplois en France. Les explications d'Hugo Puffenet pour France Télévisions. Ce sont les plus gros pollueurs français. ArcelorMittal et ses hauts fourneaux. Ils représentent 16% des émissions industrielles de CO2 de notre pays. Alors, il y a 3 ans, ArcelorMittal avait juré d'investir pour polluer moins et faire de l'acier vert plus écologique. Un bel engagement, parti en fumée. ArcelorMittal l'avait pourtant certifié au gouvernement, jusqu'à le détailler dans une vidéo du ministère de l'économie. Aidée par l'État, l'entreprise allait payer de sa poche pour rendre sa production d'acier moins polluante, décarbonée. Au niveau d'ArcelorMittal, nos objectifs de réduction d'émissions de CO2, c'est d'atteindre 40% d'ores et déjà en 2030, avec des projets à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. Sauf que ce chantier n'a jamais démarré. Aujourd'hui, ArcelorMittal se défend, avançant une crise mondiale de l'acier et un marché français en berne. L'argument fait bondir les salariés. L'an dernier, l'entreprise a dégagé dans le monde 1,2 milliard d'euros de bénéfices et serait, selon eux, toujours rentable en France. On n'est pas une entreprise déficitaire, c'est complètement faux. Écoutez, je vais vous donner un exemple tout simple. Là, on vient d'avoir notre prime de participation. Donc s'il y a de la participation, c'est qu'il y a de l'argent dans la boîte. 400 balles, voilà. Les plus gâtés sont surtout les actionnaires. ArcelorMittal a augmenté leurs dividendes de 14% en 2024 et en 2025, plus 10% sont prévus. Dans ce contexte, comment justifier une telle augmentation ? Questionnés à l'Assemblée nationale, les représentants du groupe sont peu explicites. Je n'ai pas en tête les chiffres, je ne peux pas vous répondre avec précision, mais d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe a une politique en matière de dividendes qui est là depuis des années, et il est normal que les actionnaires soient rétribués. Mittal favorise-t-il ses actionnaires au détriment de la planète ?
C'est ce qu'avance l'ONG Steelwatch, spécialiste du secteur. Selon ses calculs, en 4 ans, la multinationale a payé 720 millions d'euros pour la décarbonation dans le monde, contre 10,8 milliards versés à ses actionnaires, 15 fois plus. Je pense qu'ils priorisent le profit, la rentabilité à court terme, cherchant le meilleur équilibre financier. Je pense qu'ils ne priorisent pas leur stratégie industrielle de long terme. C'est pour cela qu'ils retardent leurs projets. ArcelorMittal conteste, dit continuer ses investissements en France et assure que ses travaux de décarbonation sont simplement reportés de quelques mois. Bruno Coleman, il y a une proposition de nationalisation du géant de l'acier qui a été faite par la France insoumise. Cela coûterait 3 milliards d'euros à l'achat. C'est possible? Est-ce que c'est une solution? Alors, tout est possible. Mitterrand a nationalisé de nombreux secteurs, mais dans le cas de l'acier en particulier, je pense qu'il y a un problème qui est bien plus large que simplement le fait que ce soit privé ou public. On a un marché américain qui se ferme, on a une concurrence chinoise dans les produits manufacturés qui est très importante, et surtout, on a un véritable problème d'énergie. C'est le coût de l'énergie qui pose un problème pour les entreprises multinationales dans ce domaine et qui font que leurs choix ne se font plus à un niveau simplement continental, mais mondial, et l'Europe n'est plus privilégié. Alors on peut bien sûr toujours nationaliser une entreprise, mais encore faut-il être certain que les 3 milliards vont être rentables pour l'ensemble de la population et que la croissance qui va en être tirée vaut la nationalisation. Mais si on nationalise, alors il faut savoir que le message qu'on donne au monde de l'entreprise de manière plus générale, c'est que le secteur public veut s'imposer de plus en plus, et donc je pense que ça va décourager des grands groupes internationaux de s'implanter en France, voire en Europe de manière plus générale. Il faut être très très prudent avec ce genre de concept. Et d'ailleurs, on a vu qu'en France, les nationalisations de 81 ont été détricotées avec le temps. Je pense qu'on doit justement au contraire savoir qu'on est dans un monde extrêmement concurrentiel, qu'on a des problèmes organiques comme l'énergie qui est trop chère, et s'adapter pour être sûr que dans ce monde qui devient de plus en plus, et en partie malheureusement capitalistique, eh bien on arrive à s'en sortir. La nationalisation, pardon, c'est une solution à très court terme et je pense qu'il n'est pas de bonne qualité. Chloé Morin, justement, est-ce que l'État peut vraiment sauver des entreprises comme ArcelorMittal? Et puis, est-ce que finalement, aussi inhérent à cette question de la réindustrialisation, ou en tout cas de la sauvegarde de ce qui reste des industries françaises, il n'y a pas aussi ce problème de l'écologie? Parce qu'en fait, on sait que souvent, là où il y a des industries, il y a de la pollution, notamment atmosphérique, mais des sols aussi. L'État, en tout cas, est censé avoir l'intérêt général à cœur, ce qui n'est pas le cas de l'entreprise. Donc, ça peut être intéressant pour l'État d'intervenir lorsqu'une entreprise, effectivement, mais ça, c'est plutôt par des normes, si vous voulez. C'est pas en nationalisant, mais quand il y a une entreprise dégage des externalités négatives de type pollution, etc., évidemment, c'est la puissance publique qui doit intervenir. Mais moi, il me semble que le seul cas où il est pertinent de nationaliser, c'est quand l'entreprise elle-même n'a pas une vision de long terme. Mais globalement, en France, j'ai l'impression que le bilan des entreprises qui ont été détenues par la puissance publique n'est pas extrêmement positif. Allez, on va parler à présent des sujets qui vont mieux. Et parmi les secteurs qui portent l'économie française, eh bien, il y a l'aviation. Le carnet de commandes de l'avionneur européen Airbus est plein. Le succès de l'entreprise et de son modèle doit-il en inspirer d'autres? Les explications de Paul-Luc Monnier pour France 2. Tout beau, tout neuf, 7 A350 à Toulouse cet après-midi. Airbus s'envole et ce sous-traitant en charge de la peinture des appareils aussi. Moi j'étais en carrosserie avant et en fait on est venu me recruter dans mon lycée où j'étais en formation en alternance. Donc on est venu me recruter, j'ai fait un entretien, ça s'est bien passé. Et l'entreprise continue d'embaucher 250 personnes en 2 ans. Objectif, accélérer la production pour tenter de suivre la cadence. On a peint l'année dernière à Toulouse 150 avions, qui est le même niveau d'avions peints en 2019. Donc on est revenu au même niveau que 2019 en avions peints. Et on a l'ambition d'en peindre 220 à 230 à l'horizon 2028 pour Airbus entre Toulouse et Châteauroux. Dans le ciel, en effet, ça plane pour l'avionneur européen. 8658 avions commandés, 4,2 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière et 12% de croissance.
Le carnet de commandes est plein pour les 10 prochaines années, grâce à la reprise du trafic aérien. Les nouveaux appareils consomment moins de carburant, sont moins chers à opérer. Toutes les compagnies aériennes recherchent à acquérir ces appareils quand elles le peuvent. Airbus profite de la crise chez Boeing. 11 milliards de dollars de pertes pour l'Américain l'année dernière. Mais un nouvel adversaire gagne des parts de marché, le chinois Comac, en pleine percée commerciale. Si Comac se met à faire un avion plus grand, pour l'instant ils ne font que des moyens courriers, et si Comac est certifié à l'extérieur de la Chine, le rapport de force pourra se transformer. Et dans ces cas-là, on aurait 3 acteurs mondiaux. Dans l'immédiat, Airbus règne en maître, avec 2/3 des avions vendus dans le monde l'an dernier. Alain Rébété, la réussite d'Airbus, c'est une réussite française ou européenne ? Je pense les deux. Ouais. C'est quand même un exemple magnifique d'une collaboration avec l'Allemagne, d'autres pays. Je trouve que ça montre aussi, c'est un domaine avec des investissements colossaux. C'est le numéro 1 mondial et c'est quand même une réussite, bien sûr, de la France. Vous pouvez en être extraordinairement fier, mais de l'Europe, de cette idée-là. Chloé Morin, c'est un modèle à mettre en avant pour l'économie française ? Oui, oui. Et d'ailleurs, ça montre aussi qu'on a quand même un prisme qui nous pousse à toujours voir ce qui ne va pas et à retenir assez peu ce qui va. Mais ça, c'est un travers très humain, mais alors qui s'exprime particulièrement chez les Français. Et oui, on a des réussites économiques importantes. Mais quelque part, j'ai l'impression que, en fait, politiquement, on ne parle que de ce qui va mal parce que ça fait l'actualité. Alors, ce qui va bien, évidemment, on ne fait pas. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de crise à raconter. Et puis, il y a aussi un élément derrière tout ça, c'est l'absence de culture économique des responsables politiques, qui est quand même. Moi, tous les chefs d'entreprise que je rencontre et qui ont à avoir des contacts avec des ministres, avec des députés, etc., ils sont tous catastrophés par le niveau global, évidemment, on ne fait pas des généralités, mais le niveau moyen de culture économique des responsables politiques. Bruno Coleman, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dupliquer la réussite d'Airbus et est-ce qu'effectivement il y a un manque de formation économique chez les politiques français ? Oui, d'abord, de manière générale, je pense qu'il y a un manque de formation économique. La plupart de nos hommes et femmes politiques sont des juristes et donc n'ont pas cette espèce de sens de l'entreprise. Un mot sur Airbus aussi, c'est vrai que c'est un projet franco-allemand tout à fait merveilleux, mais avec un écosystème qui est très large, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises belges qui sont impliquées, donc manifestement, c'est quelque chose qui montre sa vitalité. En fait, le problème européen, c'est qu'on n'a pas de politique industrielle, c'est que les pays veulent garder une certaine souveraineté dans le domaine industriel ou dans d'autres domaines, ce qui empêche des rapprochements transfrontaliers. Et moi, j'ai une conviction, c'est que si dans le monde de demain, l'Europe veut continuer à s'imposer, on doit dépasser le cadre des frontières, on doit articuler des fusions transfrontalières, que ce soit dans le domaine automobile, par exemple, et je crois que c'est vraiment un très très bon exemple, parce que si chaque pays veut garder ses champions nationaux, on va créer un épuisement économique intra-européen qui va empêcher d'avoir une force dominante au niveau mondial comme celle que Airbus a pu développer. Donc il y a vraiment aujourd'hui un enjeu de politique industrielle. On en parle beaucoup, rien n'est fait. Et le rapport Draghi qui avait été rédigé l'année passée et qui mettait en exergue le besoin absolu d'investissement et d'innovation, montrait bien qu'en fait, il fallait dépasser le cadre national pour envisager une articulation européenne de certains champions. Et ça, c'est la voie à suivre pour être capable de concurrencer les Américains, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en position de repli. Frédéric Arnaud, en creux, Airbus, ça pose le sujet des investissements. La France, elle reste suffisamment attractive et rassurante pour des investisseurs étrangers ? En tout cas, il y a beaucoup de concurrence en fait, d'autres pays et chacun essaie un peu de tirer la couverture. On envoie les sirènes d'incitatifs, on promet mers et mondes à ces industries-là. Donc, ça coûte de l'argent. Et c'est sûr que si des investisseurs regardent ce qui se passe en France, c'est pas très reluisant. Ils disent, le Parlement n'arrive pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à boucler un budget. Comment est-ce qu'ils vont être capables de sortir de l'argent pour nous intéresser à venir s'installer chez eux? Donc ça, c'est quand même assez problématique. Alors, autre secteur qui a le vent en poupe, eh bien,
bien, le luxe, la France est connue à l'international pour ses célèbres maisons de haute couture, mais aussi pour sa maroquinerie d'excellence, des produits de grandes marques qui aujourd'hui trouvent une nouvelle vie en seconde main. Reportage dans la grande maison de vente aux enchères chez Drouot, signé Alexandre Paré pour Nous les Européens sur France Télévisions. Luxe, grande maison de couture et seconde main. Plusieurs fois par an, une vente aux enchères de mode et maroquinerie est organisée à l'hôtel Drouot à Paris. 200 000, 300 000, 500 000. Elle est superbe, celle-là. Pendant plusieurs heures, des sacs à main, des vêtements, des accessoires de grandes marques vont s'arracher dans la salle et sur Internet. 90, 100. Sur le live, c'est vu. Au marteau, c'est maître Antoine Saunier qui officie. Là, par exemple, on a vraiment l'archétype de ce que peut faire, encore en artisanat, la maison Louis Vuitton. L'état est absolument impeccable. Là, on est une estimation qui est aux alentours de 6 à 800 euros, 800, 1000 selon les tailles. Neuf, ça, c'est plusieurs milliers d'euros. Oui. On va avoir du Christian Dior, on va avoir des vestes Chanel, un trench Louis Vuitton et une très jolie robe du soir de Zuhair Mourad qui est estimée dans les 500 à 700 euros. Beaucoup vont être portés et pas forcément être achetés pour être conservés ou collectionnés. Donc oui, on peut acheter une pièce de prêt-à-porter d'une grande maison à un coût tout à fait abordable. Dans la salle, Christelle Ramonaccio est venue de Montpellier, acheter pour sa fille de 16 ans une paire de bottines Chanel. Neuf, ce genre de modèle dépasse les 1 500 euros. Celles-ci sont adjugées à 150. Elle va être très contente, là, elle est en train de travailler à côté et elle ne le sait pas encore et elle va être très très contente. Ça va faire un très joli cadeau. 150. Voilà. 380. Vous auriez pu les lui offrir neuf, celle-là? Ah non, absolument pas. On n'y aurait jamais même pensé, donc ce serait quelque chose d'accessible. Si le marché de la seconde main est dynamique, le luxe ne s'y est mis que dernièrement. Des plateformes comme Vestiaire Collective, Monogram ou Collector Square, et même le très populaire Vinted, en ont fait une nouvelle source de revenus. L'année dernière, il a représenté 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, en hausse de 15%. Et sur ce marché en pleine croissance, ce sont les montres qui ont lancé le phénomène. Sur ces sites spécialisés, certains modèles vont de quelques centaines d'euros à plus d'1 million. L'autre avantage du vintage, les articles peuvent prendre de la valeur avec le temps. De quoi appâter les investisseurs. À l'hôtel Drouot, la vente continue. Et dans le public, une jeune femme n'est pas là pour se parer de luxe à moindre frais. Camille est venue avec ses élèves, des femmes pour la plupart, à qui elle apprend comment investir dans cette nouvelle tendance. Je vois les sacs de luxe comme un investissement exotique, comme certains investissent dans les montres, dans les bouteilles de vin, etc. Moi, j'investis dans les sacs de luxe. Dans son appartement parisien, Camille anime un site internet et une communauté avec un objectif, acheter et revendre des articles de luxe pour en tirer une plus-value. Quand on regarde, en fait, le secteur du luxe aujourd'hui, c'est l'un des derniers secteurs à avoir basculé dans la seconde main. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a déjà acheté sa voiture, son électroménager de seconde main. Or, pour moi, c'est le principe même du luxe. Si les maisons de luxe sont absolument conscientes de la qualité des produits qu'elles produisent, autant les faire perdurer dans le temps. Donc le luxe peut être développement durable. Complètement. Et je dis même que même le luxe doit être développement durable. Alain Rebetté, la France, c'est vraiment l'image du luxe ? Oui, en tout cas, c'est un domaine où vous êtes très performant. On voyait aussi avant ce reportage en Bourgogne. Moi, ça m'épate. Quand on va en Bourgogne, le prix des bouteilles est extrêmement... C'est vraiment une région qui a réussi à faire de la plus-value. Et économiquement, c'est quand même le but. Il y a vraiment des domaines où vous êtes exemplaire. Alors, Bruno Coleman, 25% des ventes mondiales dans le secteur du luxe sont faites par des marques françaises. Alors, les chiffres d'affaires du secteur du luxe, c'est 150
54 milliards d'euros, 1,7 de PIB. Kering est en numéro 2, juste après LVMH en termes de chiffre d'affaires. Alors Kering, pour la faire courte, c'est Gucci, Saint-Laurent, la famille Pinault. LVMH, c'est la famille Arnault et c'est Dior, Givenchy, Fendi. Comment vous expliquez, vous, ce succès des groupes français? C'est parce que c'est une affaire de famille? Ben, il y a du bon et il y a du moins bon. Le bon, c'est que ce sont des projets industriels assez extraordinaires qui ont bien concentré leurs activités avec des familles qui ont cru en les marques, qui ont cru en la mondialisation. Le moins bon, c'est quand on voit les capitalisations boursières françaises, ces trois grands groupes sont trop importants par rapport au reste de l'économie, donc ça reflète un peu la désindustrialisation traditionnelle européenne et française en particulier. Mais moi, je pense que l'important, c'est d'avoir trouvé des poches de croissance, d'avoir trouvé des avantages concurrentiels. Et manifestement, la France en a trouvé un. Et je pense que dans un monde où les frontières se ferment, le luxe arrivera toujours à traverser les droits de douane, que ce soit vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis des États-Unis. Donc, c'est une force de la France. Et d'autre part, je voudrais peut-être ajouter un mot sur le marché de la seconde main. C'est extraordinaire, ce marché de la seconde main, parce que ça veut dire que le luxe fait partie un peu maintenant de ce qu'on appelle l'économie circulaire et qu'on peut privilégier l'usage sur base de simplement la propriété, c'est-à-dire créer un flux de propriété sur le même bien. Et je trouve que c'est une réalité tout à fait impressionnante et qui est créatrice de valeur. C'est à l'inverse de Chine, hein, le fameux modèle en mauvais français de fast fashion, hein, de mode ultra rapide et ultra jetable, Chloé Morin. Le succès du luxe français, c'est aussi le succès de la qualité, du savoir-faire en termes de matière d'ouvrage. C'est un secteur qui est porteur, dans lequel peut-être la France doit investir encore toujours plus. Oui, qui ne sera pas remplacé par l'IA, par exemple l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'heure où chacun se demande si son emploi va être remplacé par l'intelligence artificielle ou par des robots, c'est vrai que tout ce qui dépend soit de la créativité, puisque l'IA n'est pas, pour l'instant en tout cas, créative. Sauf pour le texte, elle y arrive relativement bien. Oui, mais en fait, elle n'invente rien. Donc tout ce qui est artiste, etc., encore... Mais, tout ce qui est, art manuel, etc., les métiers des mains, peut encore subsister. Et même, on peut avoir à terme un renversement de l'échelle des valeurs. C'est-à-dire que les métiers qui aujourd'hui sont considérés comme socialement inférieurs peuvent être revalorisés paradoxalement par le fait que les autres vont être remplacés. Alors, Frédéric Arnoux, justement, on parlait d'intelligence artificielle. On sait que le Canada était en pointe en matière de recherche. La France, elle reste dans la course ou pas alors ? En tout cas, il faut beaucoup d'argent parce que c'est des chiffres vertigineux en fait. Je regardais récemment notamment les dépenses des grandes entreprises américaines. Pour 2026, c'est 570 milliards de dollars. C'est énorme. Là, d'ici 2030, ça va être 1300 milliards de dollars qui vont être mis sur la table. Donc, c'est difficile de voir les géants, les Américains et les Chinois. Et on ne sait pas où va s'intercaler la France là-dedans. Est-ce que l'Europe va essayer de se mettre ensemble? C'est ça aussi, hein, pour faire face à ces géants-là. L'Union fait la force, comme on dit en Belgique, et vont-ils être capables de le faire? Ça, c'est l'autre question, parce que là, l'Union européenne va peut-être s'en mêler, va dire, ben non, on va réglementer ça, alors que la Chine ne réglemente pas du tout. Donc ça va être difficile, je pense, de continuer. En même temps, tout le monde espère avoir 10, 15, 20, 30 Mistral ici, pour que ça marche bien pour l'intelligence artificielle. Mais ça fait juste commencer aussi. Là. Je veux dire, il y a peut-être aussi un risque de bulle aussi autour de l'intelligence artificielle, comme c'était le cas avec la bulle Internet. La bulle Internet dans les années 90. Donc les Américains mettent beaucoup d'argent dedans, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de mettre tous ces œufs dans le même panier là? L'avenir nous le dira et de façon assez rapide, je crois. Alors, il y a un autre secteur qui se porte bien, il s'agit du tourisme. La France reste l'un des pays les plus visités au monde et Paris, l'une des destinations touristiques les plus prisées. Parmi les monuments les plus emblématiques, il y a la cathédrale Notre-Dame. L'incendie qui l'a ravagée le 15 avril 2019 avait ému la planète entière. Sa réouverture enchante les touristes, comme nous le raconte Laurent Hakim pour France Télévisions. Notre-Dame est en passe de battre son record. Elle caracole déjà en tête des monuments français les plus visités. Le monde entier vient ici assister à une renaissance. C'est plus beau qu'avant, c'est plus clair. Il y a beaucoup de peintures, de glace. On veut voir les vitraux et toutes les restaurations qui ont été réalisées depuis 2019. Un succès spectaculaire qui peut tout de même en décourager certains.
Oui, beaucoup de monde. Beaucoup de monde, oui. Il y a trop de touristes. On reviendra une autre fois. Il faut dire qu'ici, tout est époustouflant. Les vitraux, bien sûr, les peintures, l'écrin de la couronne d'épines, visible seulement le premier vendredi du mois, et cette luminosité quasi inédite grâce à des voûtes immaculées. Même la messe a retrouvé son public. On comptait à peine une centaine de fidèles avant la tragédie. Aujourd'hui, ils sont régulièrement 400 à 800, parfois 1 millier pour assister aux offices. Le tourisme patrimonial de Notre-Dame s'accommode très bien d'un tourisme religieux retrouvé. Alors le fait de l'avoir vu brûler, je pense que ça a créé une intimité. On a tous une intimité avec Notre-Dame. Et on a tous envie de voir Notre-Dame dans cette intimité. Qu'on vienne à l'improviste comme les 3/4 du public ou sur réservation ou encore pour assister à la messe et éviter l'attente. Notre-Dame est ouverte à tous. Allez, on va prendre la direction de Bruxelles pour retrouver Bruno Coleman. Bruno Coleman, la France est l'un des pays les plus visités au monde. On voit avec 100 millions de visiteurs en 2024. Et pourtant, elle n'est qu'au 4e rang en matière de recettes touristiques. On voit en 4e place, loin derrière les États-Unis, l'Espagne et le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle? Comment vous l'expliquez? Oh, je crois que le modèle est bon. Vous savez, moi, vous parlez à quelqu'un qui a passé toutes ses vacances depuis qu'il est né en France. Et quand on est francophone belge, on a une attirance naturelle pour la France. Maintenant, il y a peut-être une question de distribution du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que peut-être les personnes qui vont en France, parce qu'ils viennent de pays qui sont proches, comme la Belgique, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, ont sans doute un pouvoir d'achat qui soit en moyenne inférieur à ce que d'autres personnes dépenseraient s'ils vont aux États-Unis, ce qui demande peut-être des déplacements plus longs, et en tout cas des séjours plus longs. On ne va pas aux États-Unis pour 3-4 jours comme un Belge irait en France. Mais je trouve que ce qui est merveilleux dans ce que vous avez décrit avec Notre-Dame, c'est que dans ce monde sensoriel d'impulsions algorithmiques de réseaux sociaux, on voit quand même un engouement pour des traces ancestrales de nos sociétés, et ça montre quand même qu'il y a une vigueur, il y a quelque chose qui vibre dans nos pays et qui est très très important à préserver. Et je pense que l'engouement pour Notre-Dame, on est vraiment le révélateur, et moi ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ce reportage. Chloé Morin, quelle image aujourd'hui à la France à l'international? La France, c'est pas tout à fait Notre-Dame de Paris, hein. On a réussi à reconstruire Notre-Dame de Paris. Oui, oui. L'image de la France. C'est vrai que l'image de la France à l'international, on a parlé du luxe, et c'est beaucoup aussi les paysages, le tourisme, voilà, c'est le patrimoine en fait, et notamment le patrimoine architectural. Donc après, ce qui est intéressant, c'est aussi notre capacité à exporter notre image. C'est-à-dire que les films, l'exemple typique étant Amélie Poulain, mais les films, les séries qui vendent une image un peu idéalisée de la France ont en réalité un impact très important, y compris notamment sur le tourisme. Alain Rebetté, la France, elle compte encore à l'international, au niveau diplomatique? Très franchement, je pense que les problèmes budgétaires, d'endettement, l'incapacité à surmonter ça, à tracer un chemin, je pense que ça a vraiment ça traduit vraiment, et vu de l'étranger, ouais. C'est un pays qui n'est parfois plus très pris au sérieux. Il est admiré culturellement, c'est un pays magnifique, on peut la langue, la population, mais vraiment, je trouve, et je pense dans le domaine des affaires, dans un pays aussi mal géré, on a de la peine à le prendre au sérieux. Et ce n'est pas une question de fin de mandat, c'est quand même c'est plus grave. Frédéric Arnould, la perception de la France au Canada, elle est proche de celle que décrit Alain Rebetté? C'est un peu ça. C'était effectivement les mots canard boiteux s'appliquent bien à cette présidence. C'est le terme qu'on donne aussi à un président américain alors qu'il finit son mandat d'ici 3 ans. Donc c'est vrai que la France sera toujours la France de toute façon. Je pense qu'en plus, avec le Québec, il y a une filiation linguistique, culturelle, ça restera toujours ça. Maintenant, est-ce que la France a encore tout ce poids diplomatique sur la table? C'est moins évident maintenant. L'Europe aussi, il y a plus cette espèce d'axe franco-allemand qui était fort il y a quelques années. Là maintenant, on trouve que c'est un petit peu différent. Il y a d'autres voix qui s'élèvent, Madame Meloni en Italie. Mais il y a plus cette espèce d'union en fait européenne. Est-ce que la France va être capable de tirer son épingle du jeu prochainement? On ne le sait pas. Donc on regarde, on respecte toujours.
on est fasciné par ce pays. Et c'est pas juste Emily in Paris, là, il y a d'autres choses qui se passent à Paris. Mais... Donc vous n'êtes pas fâché d'être venu vous installer en France? Ah ben non, pas du tout. Ben non, ça reste quand même un pôle super intéressant. J'ai tous les pays de l'Europe à couvrir à partir d'ici, donc c'est un beau terrain de jeu. Voilà. Merci Frédéric Arnoult, plaisir. merci Alain Robété, merci Chloé Morin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Désalignés. Merci également à Bruno Coleman d'avoir été avec nous en duplex depuis Bruxelles. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci également aux médias francophones publics pour leur soutien et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Objectif Monde.